Bienvenue en Italie pour Monza historique. Les images que vous venez de voir datent de 1970 et c'est dans cette voiture, ce châssis 1004 pour les puristes, que je me trouve. J'ai pris la place du pilote John Surtees qui avait terminé 3e sur les 1000 km de Monza. Et là, avouez qu'on est dans l'essence des courses historiques, la magie by Peter Otto. Cette Ferrari 512S roule ici ce week-end en CER1 et je peux vous dire qu'elle a fait vibrer le cœur des tifosi, à peine remis du Grand Prix d'Italie et surtout de la victoire de Charles Leclerc. Regardez, c'est ici sur la première marche du podium que se trouvait le Monégasque face à la marée rouge de tifosi. Une victoire à Monza en Ferrari, c'est le summum du sport automobile. Mais hormis la Formule 1, Monza, c'est aussi les courses de 1000 km et dans les années 70, un des grands rendez-vous du championnat du monde d'endurance. Les courses de CER1 et 2 sont la juste évocation de cette époque et à Monza, lorsque les machines de Maranello sont en piste, la passion rejoint l'histoire. En CER1, l'attraction, c'était la 512 de Pierre Mélinger. 26 châssis de 512 ont été construits par Ferrari et la version S était destinée à battre les intouchables Porsche 917. Alors, lorsque ces deux voitures se retrouvent en piste pour le Monza historique, on rejoue la grande histoire de l'endurance. En CER1, les Ferrari et autres Porsche 917 luttent contre une armada de Lola T70 ou T212, mais aussi des chevrons B8 pour ne citer qu'elles. Dans la catégorie CER2, un peu plus récente, impossible de passer à côté des trois fantastiques Ferrari 512 BBLM dont on a déjà longuement parlé lors du Spa Classique en mai dernier, à voir ou à revoir dans notre émission en ligne. Une autre italienne était également de la partie, la Lancia Beta Monte Carlo Turbo. Elle est la version circuit de la fameuse 037. Dans la catégorie 2 litres, elle remporte le championnat du monde des voitures de sport en 80 et 81 aux mains de Riccardo Patrese. Bonjour Patrick. Bonjour. On est sur la pré-grille du 60s Endurance. Expliquez-nous, il paraît que vous aimez bien un peu cette catégorie. Expliquez-nous ce que c'est le 60s Endurance. Oui, j'aime bien cette catégorie. 60s Endurance regroupe des voitures du début des années 50 jusqu'en 1965. Pour une course longue, une course de 2 heures, ce qui permet d'avoir 2 pilotes. Pas toujours, mais généralement il y a 2 pilotes, il y a un arrêt au milieu, etc. Je préfère les courses longues plutôt que les courses sprint. Donc j'ai toujours organisé ça en moderne et en endurance. Donc effectivement. C'est pour ça que vous aimez bien le 60s Endurance. Oui. Alors du coup, dans cette catégorie, est-ce qu'il y a une voiture que vous préférez un peu aux autres? Oui, ça j'aime pas beaucoup répondre à ça parce qu'il y a toujours des propriétaires qui viennent me voir après ça en me disant pourquoi t'aimes pas ma voiture. J'aime bien leur voiture, mais bon. Cela dit, on est plein de belles voitures, il y a plein de belles voitures autour de nous. Là on a des Cobra, donc ce sont des voitures magnifiques qui fonctionnent merveilleusement bien. Donc ça fait effectivement partie des voitures que j'aime bien. Bon alors, en 60s Endurance, on sait que les Shelby Cobra sont un peu imbattables. Est-ce que vous savez nous dire pourquoi?
Bon, c'est assez simple, en fait c'était le cas à l'époque. Donc 50 ans après, on retrouve la même chose. À l'époque, ces voitures n'avaient pas beaucoup de concurrence. Elles avaient des concurrentes, elles se faisaient battre par des prototypes, les 250 LM chez Ferrari ou des voitures comme ça. Les Type E étaient des voitures déjà qui avaient un peu plus d'âge, moins de puissance, etc. Donc c'est assez logique que les Cobra gagnent. Merci Patrick. Justement, je vous propose de les regarder rouler, ces voitures de 6-6 Endurance. Le résultat de la course de 2 heures de 60s Endurance, qui s'est terminée à la lueur des phares en ce premier jour de l'automne, donne raison à Patrick Peter. Une fois de plus, les Shelby Cobra ont dominé leur sujet avec des équipages suisses en pointe. Oetly l'emporte devant le duo Firmenich-Moser. Les voitures du 6-6 Endurance ne seront pas les plus rapides ce week-end. Ici à Monza, ce seront les protos du groupe C qui iront très vite. Ils devront jouer entre vitesse de pointe et appui sur les freinages, surtout lorsqu'il s'agira d'aborder la première chicane juste après cette interminable ligne droite. En groupe C, l'entrée dans la parabolique se négocie à plus de 200 km/h et elle conditionne toute la vitesse de pointe à 300 dans la ligne droite des stands et le gros freinage de la première chicane dont Mylène vient de vous parler. Pour ces protos à effet de sol, cela nécessite une véritable finesse de pilotage, d'autant qu'avec le très peu d'appui aérodynamique pour aller vite dans les longues lignes droites de Monza, les gros freinages sont très instables et délicats. C'est là que les bons pilotes font la différence. Au rayon des curiosités, ou plutôt des raretés en groupe C présentes à Monza, 2 des 6 Jaguar XJR8 construites et une XJR14, sans doute les plus emblématiques des voitures du groupe C. À peu de choses près, cette voiture et moi, on a le même âge. Elle a 24 ans. Et puis moi aussi, hein. Mais sauf que elle est rentrée dans l'histoire et moi pas encore. Enfin, ça devrait peut-être arriver, n'est-ce pas les gars, non ? Non ? Bon, d'accord. Bon, cette Ferrari 333 SP, elle est rentrée dans l'histoire parce que c'est le dernier proto produit par Maranello. Mais ça pourrait encore changer parce qu'il paraît que la marque au cheval cabré pourrait revenir aux 24 heures du Mans. Affaire à suivre. En attendant, je vous propose de redécouvrir cette belle voiture en compagnie de son propriétaire, Michel Lecourt. Cette voiture est une Ferrari 333 SP qui a été construite entre 92 et 2000 en gros par Michael Otto à 43 exemplaires. En plus, elle n'a pas de passé en course, alors on pourrait toujours penser que c'est un handicap, mais moi je considère que non, puisque c'est une voiture neuve quelque part, elle n'a pas été stressée en course. Et aujourd'hui, pour faire participer à des manifestations telles que celle organisée par Peter Otto, c'est parfait. Les premières réactions au pilotage de cette voiture, c'est qu'il faut être économe de ses gestes. Parce que c'est un châssis tellement précis, un moteur tellement puissant et réactif, que tout geste que le pilote peut avoir, peut décider dans le cockpit, est ressenti par le matériel. Et dans ce cas-là, il faut être économe de ses gestes, extrêmement précis. Brutal, le terme est peut-être un peu fort. Je dirais que c'est une voiture qui se pilote à la fois physiquement et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas en rajouter. Parce que quand on en rajoute, physiquement on se fatigue plus et on peut aussi faire des bêtises, avoir de mauvaises réactions, mauvais mouvements. Quand on commence à s'habituer à ces réactions, on se retrouve et on a l'impression d'être dedans, de faire partie du châssis en fin de compte. Quel que soit l'angle sous lequel on la regarde, elle est toujours très belle. Il y a un autre détail qui paraît tout bête, c'est sa couleur. Je préfère les Ferrari jaunes aux Ferrari rouges.
tuoi occhi, le tue labbra, il mio cuore ancora palpita e rimedio, sei solo tu, sei solo tu, sei solo tu, sei solo tu. Comme vous le savez, pendant les meetings Peter Auto, j'adore aller faire un petit tour en ville. Mais bref, je termine mon café et je vous propose qu'on retourne en piste pour parler de la 2 Litres Cup. C'est la série la moins puissante chez Peter Auto et ils se démarquent souvent par leur agilité sur les circuits au cours de la saison. Mais ici à Monza, comment on fait pour piloter une 2 Litres Cup? Réponse par les pilotes. Comment on conduit une 2 Litres Cup? La Porsche 2 litres, c'est une voiture qui a son moteur en porte-à-faux arrière. Donc l'arrière a toujours envie de passer devant. Donc c'est une voiture qui se conduit quand même un petit peu en glisse. Les bons pilotes sont devant et ceux qui ne savent pas bien piloter la voiture sont un peu plus en arrière. Moi je suis au milieu. You do a lot of sliding, which I love. So you're constantly drifting and enjoying it. And it doesn't have too much power, so for a lot of drivers that are new to racing or new to historic racing, it's not an intimidating car, it's confidence inspiring. No pasarte de muy rápido, porque si no el coche se va y pierdes tiempo, ni ir demasiado lento, sinon los demás te pasan. Il faut sortir le plus rapidement possible du virage. Et si on peut essayer d'attraper une aspiration de mec qui est juste devant nous, et sur la longueur de la ligne droite, on arrive à se déporter, à le doubler au freinage. There's very much a limit to what we can do technically to the cars, so it's all about driver ability and how much you want to push, and how brave you are, perhaps. C'est pas les voitures les plus puissantes du lot, surtout sur un circuit comme Monza, qui est le circuit le plus rapide du réseau Formule 1. Elles sont toutes la même vitesse, donc il y a quelques virages, 2 chicanes. Il faut essayer de tirer la quintessence. Ma è Katsu Kubota che in questo momento è alla staccata della seconda variante e va a cercare un miglioramento al suo riferimento cronometrico che è in 1:41.050, una pole position. Vous avez vu comme ça, on voit ici, il a un débit de parole, lui c'est Luigi, il est le speaker officiel du circuit de Monza et d'ailleurs il va bientôt annoncer le départ de la course de HTC. Il y a une nouvelle venue ce week-end en Heritage Touring Cup, une Ford Mustang GT ayant disputé les 24 heures de Francorchamps en 1982 avec les frères Martin. Le HTC, Heritage Touring Cup, est un plateau des plus fournis et disputés avec des voitures dont nous avons déjà beaucoup parlé dans les précédentes émissions toujours en ligne. Ford Capri ou encore BMW 3 litres CSL et 635, les modèles qui jouent la victoire. Mais il y a aussi des voitures un peu moins puissantes qui animent le plateau telles que cette Alfa Romeo 1750 GT-AM ou encore les Ford Escort et autres BMW 2002. Jusqu'en 1969, les 1000 km de Monza étaient disputés sur un circuit de 10 km avec un banking, un virage très relevé. Et je peux vous dire que c'est vraiment très relevé. Regardez cette Ferrari. Elle est dans un décor approprié et il faut un œil affûté pour remarquer qu'il s'agit d'une 330 GTO et non d'une 250 GTO. 3 exemplaires ont été construits, le châssis est celui de la 250, la carrosserie a quelques détails près aussi, mais c'est le moteur qui change, il est plus volumineux et plus puissant. Même si ce ne fut pas le cas en 63 ou en 64, cette voiture a pris sa revanche et elle a couru ce week-end en catégorie du Greatest Trophy. Le Greatest Trophy, la série des voitures les plus chères et les plus prestigieuses, regorge évidemment de belles carrosseries italiennes, et ici à Monza, elles étaient plus nombreuses encore.
Outre la 330 GTO, nous avons admiré en piste une Maserati Birdcage, plusieurs Ferrari 250 GT, et une Scuderia d'Alfa Romeo TZ aux couleurs rouge et blanche d'Auto Delta. C'est malheureusement l'une d'entre elles qui nous a offert l'image forte de ce week-end avec cette cabriole très impressionnante. C'est sans doute ce que je préfère à Monza, ce parc classé qui abrite des arbres centenaires et surtout c'est un véritable lieu de détente le week-end pour les Italiens. Au milieu de ces 800 hectares de parc, il y a derrière moi l'Autodromo qui est presque invisible. Il fait partie de l'environnement depuis 1922, depuis la date de création du circuit. Si vous avez le temps entre deux parties de cartes, n'hésitez pas à liker ou commenter notre vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la grande finale qui aura lieu au Paul Ricard du 18 au 20 octobre. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Est-ce qu'on n'irait pas manger une petite glace les garçons, non? On l'a bien mérité? À bientôt!